Salut, cher élève. Alors, on termine la lecture de ce document qui est le conseil pour une progression optimale dans ton manuel et la réussite d'un sigle. On a passé les bases, on a passé les bonnes pratiques à avoir lorsque tu complètes un manuel et on est rendu ici dans les indications pratiques. Alors, quoi faire lorsqu'on est bloqué sur un numéro? Quand demander de l'aide? Alors, il est normal de vouloir réussir les exercices de son manuel sans aide. Par contre, pour une progression optimale, il est primordial d'avoir recours aux outils adéquats lorsque tu éprouves des difficultés. Voici un petit algorithme. Un algorithme, c'est une procédure à suivre ou une recette. Au cas où tu serais bloqué sur un exercice ou sur une notion théorique pendant plus de 5 minutes. Et je mets pendant plus de 5 minutes parce qu'il ne faut pas que tu sois bloqué pendant 1 heure, parce que c'est trop long 1 heure sans utiliser d'autres stratégies. Ça arrive de ne pas comprendre des notions pendant plusieurs heures, mais il faut que tu changes de stratégie si tu ne comprends pas. Alors, c'est ici les niveaux d'aide que je te parlais au premier vidéo, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors, si tu as de la difficulté avec un numéro du manuel ou d'un prétest, le premier niveau d'aide, c'est d'aller relire la théorie du manuel en lien avec le numéro. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut que tu fasses. Si tu n'es pas capable de le faire, juste tu le lis, tu n'es pas capable de le faire. La première chose qu'il faut faire, c'est relire la théorie du manuel en lien avec le numéro, plus étudier des exemples qu'il y a dans le manuel ou des exemples que tu as déjà faits. Si ça ne fonctionne pas, si le corrigé est disponible, le niveau d'aide 2, tenter de comprendre le numéro à partir de la réponse, ou en anglais, on dirait reverse engineer. Donc, tu connais la réponse, puis tu essaies de découvrir comment ils ont fait pour arriver à cette réponse-là. Des fois, la démarche est là aussi. Donc, s'inspirer du corrigé pour essayer de comprendre. Si ça ne fonctionne pas, ou tu n'as pas le corrigé, à ce moment-là, tu trouves des ressources en ligne. Ça, c'est surtout si tu es à distance. Et ou aller voir l'enseignant. Donc, il ne faut pas que tu hésites à aller voir ton enseignant pour poser des questions, mais il faut que tu passes par ces niveaux-là, le 1, 2, avant d'y aller. Ça, simplement pour développer ton autonomie d'un côté et aussi ne pas surcharger l'enseignant parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Et voilà. Donc, si tu es capable de trouver la réponse toi-même, fais-le. Mais il ne faut pas hésiter, si tu n'es pas capable, d'aller voir l'enseignant. Il pourra t'aider. Maintenant, si ta difficulté est en lien avec l'apprentissage d'une notion théorique, donc on te montre une nouvelle notion et tu ne la comprends pas, tu vas d'abord trouver des ressources en ligne tout de suite et ou aller voir ton enseignant. Les ressources en ligne, moi, je te conseille fortement AlloProf ou simplement aller dans YouTube puis taper les mots que tu cherches, comme, mettons, résolution d'expression algébrique, puis je te garantis qu'il y a un tutoriel là-dessus. Note, si tu remarques que tu as de la difficulté à réussir les mêmes numéros en lien avec la même notion sans avoir recours au niveau d'aide, donc tu es dans l'algèbre par exemple, puis à toutes les fois tu as besoin des niveaux d'aide 1, 2 et 3, bien, mentionne-le à ton enseignant parce que tu auras peut-être besoin de faire des exercices supplémentaires avant de passer à l'autre notion parce que manifestement, ça va pas bien. Aussi, c'est pas noté là-dedans, mais c'est normal de juste passer au prochain numéro aussi. Si ça ne va pas, là, comme puis tu es bloqué, puis il y a personne pour t'aider, puis tu n'as pas de moyen d'aide, tu peux juste, puis tu as du temps pour travailler sur tes choses, tu peux juste aller à la prochaine section, mais garde en tête qu'il faut que tu reviennes sur qu'est-ce que tu n'as pas compris. C'est juste une bonne gestion du temps, dans le fond, de ne pas rester bloqué plus de 5 minutes sur quelque chose sans prendre des nouveaux moyens. Puis si tu ne peux pas prendre ces moyens-là, ben, passe à une prochaine notion, si possible. Et revient à la notion avec laquelle tu avais de la difficulté après. Bon, on continue. Ainsi qu'il s'agisse de l'apprentissage d'une notion théorique ou de son application dans un numéro du manuel ou d'un prétest, tu ne devrais jamais rester bloqué plus que 15 minutes sur un même numéro sans demander l'aide de ton enseignant, après avoir passé au travers des niveaux d'aide préalables. Parfait. L'entêtement à travailler seul et sans aide pourrait malheureusement impacter rapidement ta motivation et ta bonne progression dans ton cheminement. Les personnes qui travaillent seules, souvent, ils se ramassent à progresser vraiment moins lentement, moins rapidement, c'est-à-dire. Aussi, si l'enseignant n'est pas là ou pas disponible pour t'aider lorsque tu es rendu à lui demander de l'aide, note les numéros que tu ne comprends pas dans le registre des questions et passe au numéro suivant si possible. Si cela est impossible, rentabilise ton temps en classe en révisant les notions vues jusqu'à là maintenant, en complétant ton aide-mémoire ou, à la limite, en travaillant dans une autre matière. Alors voilà, qu'est-ce que je disais tantôt. On veut juste que tu gères bien ton temps. C'est précieux du temps. 3.2, le rôle du corrigé et comment en faire bon usage.
Donc, les manuels d'apprentissage en autonomie ont pratiquement toujours le corrigé des exercices inclus aux dernières pages. Ils ont deux rôles principaux. Le corrigé, dans le fond, c'est la dernière section. Tu vois toutes les pages qui sont en rouge, là? Ça, c'est le corrigé. C'est le corrigé des pages qui sont faites avant. Donc, pas mal tous les manuels sont comme ça. Ils ont deux rôles principaux. Valider que les réponses obtenues aux exercices sont les bonnes. Donc, tu fais le numéro et tu valides si tu as la bonne réponse. Et servir d'appui à l'apprentissage. Donc, le bon usage du corrigé, c'est le suivant. 1. Y valider ses réponses au minimum à chaque page. Ne pas faire plusieurs pages sans avoir validé ses réponses. Tu pourrais perdre beaucoup de temps à te corriger si tu as souvent fait la même erreur. Et là, anecdote, j'ai déjà enseigné à une personne qui a fait son cahier au complet sans jamais aller dans le corrigé. Et je ne m'en étais pas rendu compte, j'étais nouvellement arrivé. Et à la fin du cahier, on s'est rendu compte qu'elle avait beaucoup d'erreurs de compréhension, mais c'est normal, elle n'avait jamais validé ses réponses. Donc voilà, fais pas cette erreur-là et révise au moins à chaque page. Utiliser le corrigé comme outil d'apprentissage. Si tu n'as pas réussi le numéro et que tu ne comprends pas, tu peux tenter de déduire le raisonnement en analysant la démarche proposée dans le corrigé. Je te conseille de noter un petit X2 parce que c'est le niveau d'aide 2, faire ça, à côté du numéro incompris. X pour l'incompréhension et le 2 pour le numéro d'aide. Attention, si tu remarques que tu dois regarder le corrigé à chaque fois pour comprendre ou réussir un numéro, arrête les exercices et retourne consulter la théorie et les exemples en lien avec ce numéro. Au besoin, consulte ton enseignant, il pourra t'aider à te rediriger vers d'autres ressources, exercices vidéo. Donc, c'est parce que tu brûles des numéros. Les numéros, c'est pour t'exercer, mais si à chaque fois tu as besoin de te référer à la théorie, ben, tu n'es pas en train de t'exercer, tu es un peu en train de faire du calcage. Donc, si tu n'as pas d'autres moyens, c'est correct, mais tu vas devoir faire des exercices supplémentaires parce que l'idée, c'est d'arriver à un point où est-ce que tu n'as plus besoin du support théorique. Tu peux juste, tu n'as plus besoin d'aller consulter la théorie, tu peux juste faire le numéro parce que la théorie est rendue là-dedans. Alors, ne pas simplement copier les réponses du corrigé, ça va de soi, mais il y a des gens qui le font. Donc, cette pratique n'a que des impacts négatifs. Elle n'améliore pas ta compréhension de la matière. Au contraire, elle camoufle tes difficultés et donne la fausse impression de comprendre, démoralise dans les évaluations pour lesquelles tu n'as pas le corrigé, en plus de miner tes chances de réussite à l'examen. Donc, ça, c'est tellement vrai, là. Il faut absolument pas copier le corrigé. Il faut vraiment s'assurer de comprendre quand on avance dans le cahier. Sinon, quand on arrive aux évaluations, c'est tellement démoralisant. OK. Et si je veux sauter les numéros, c'est quoi les bonnes pratiques? Parce que les manuels d'apprentissage en autonomie sont conçus pour un large public. Ainsi, il est possible que tu trouves qu'il y ait trop d'exercices du même type. Théoriquement, pour maximiser tes chances de succès, toutes les pages du manuel, celles prescrites par l'itinéraire ou celles prescrites par l'itinéraire, devraient être lues et tous les exercices devraient être faits et réussis. Toutefois, tu n'es pas une machine à compléter les manuels et tu n'as pas une quantité de temps infinie. Il est donc important de respecter l'équilibre qu'il te faut pour réussir ton cahier en prenant en compte tes contraintes de temps et de motivation. Donc, j'ai mis ce petit modèle-là ici. Tu as comme trois bulles. Il y a la bulle de la maîtrise de la matière, la bulle de ta conservation de ta motivation, ce qui est important, et la bulle de l'atteinte de tes objectifs à temps. Donc, ça, c'est ta contrainte de temps. Et il y a l'équilibre dans le milieu qui est là. Donc, peut-être que tu serais prêt à sacrifier un peu de ta maîtrise de la matière pour réussir tes objectifs à temps et pour conserver ta motivation. Donc, tu vois un peu ce que je vais en venir avec ça? Voilà. Donc, ce qu'il faut s'assurer avant de sauter un numéro. Parce que des fois, tu vas dire, bon, ben, je pense que je le comprends. Mais voici une petite recette pour t'assurer que tu n'es pas en train de faire une erreur. Donc, comme toute la matière des manuels est sujette à être évaluée à l'examen, on ne doit jamais sauter les sections où l'on donne des explications des notions théoriques, à moins que ton enseignant te le dise. Ainsi, ton enseignant ou ton itinéraire. Ainsi, seulement les exercices peuvent être sautés. Pour sauter un numéro sans trop compromettre sa compréhension de la matière, il doit être du même type. Donc, il y a trois types possibles de numéro d'application directe, une réponse brève ou une tâche longue. Que les numéros qui ont déjà été réalisés et réussis sans difficulté. Donc, voici la recette que tu peux suivre. Tu te poses la question, puis-je sauter ce numéro sans trop compromettre ma compréhension de la matière? Alors, la première question que tu te poses, c'est, j'ai déjà fait des numéros de ce type.
Si c'est non, tu ne peux pas sauter. Tu dois faire ce numéro-là pour t'assurer de bien comprendre. Si c'est oui, tu te poses la deuxième question. Ceux-ci étaient réussis sans difficulté. Donc, les numéros du même type que j'ai déjà fait, ils étaient réussis sans difficulté. Si c'est non, tu ne peux pas sauter le numéro que tu te poses la question. Il faut que tu le fasses pour ne pas compromettre ta compréhension de la matière. Si c'est oui, tu peux te permettre de le sauter. Mais attention, il ne faut pas sauter toute la section des numéros. Il faut t'assurer que tu respectes que tu sautes le même type de numéro. Donc, par exemple, tu ne sautes pas toute la section des exercices d'application. Si tu sautes un numéro dans la section des exercices d'application, mais tu ne sautes pas les types de tâches longues, parce que ceux-là, tu ne les as pas encore faits, il faut que tu les essayes. Parfait. Quelques mises en garde pour terminer. La progression trop rapide. Certains élèves sont tentés de progresser de manière expéditive en sautant de grandes sections du manuel, voire en ne faisant que les évaluations. L'écrasante majorité du temps, cette approche mène à l'un ou plusieurs des scénarios suivants. L'échec du sigle du manuel, l'échec des sigles suivants, l'épuisement ou le découragement de l'élève. À long terme, il est préférable de suivre les petites étapes et tenter plutôt que de tenter de grands sauts de progression. Bien qu'il soit normal et fréquent de sauter des numéros dans son manuel, cette pratique doit être faite avec un haut niveau de franchise en ce qui a trait à l'état réel de sa maîtrise de la matière. Donc, quand tu sautes des numéros, c'est parce que tu le sais vraiment que tu as compris cette matière-là. Ici, je t'ai mis cette petite image-là, ça résume vraiment bien. Tu vois le petit bonhomme à gauche, il a fait des petites étapes, des petites marches, il est rendu pas mal plus loin pour le même temps, on suppose, que pour le bonhomme qui essayait de faire des grosses étapes avec ses bâtons avec beaucoup d'espace entre. Deuxième mise en garde, l'utilisation du cellulaire. Le cellulaire peut être un excellent outil en classe. De la musique pour se concentrer, un accès facile aux courriels et aux applications utilisées pour les cours, en plus de fournir un accès facile à des ressources en ligne. Par contre, s'il en est un, c'est un parfait exemple d'un couteau à double tranchant. Certains élèves perdent de grandes quantités d'heures en classe à procrastiner, pour ne pas dire niaiser, sur leur cellulaire. Ainsi, comme adulte, il te revient d'en faire une utilisation que tu juges appropriée pour l'atteinte de tes objectifs. Ceci étant dit, note que s'il juge que l'utilisation que tu en fais nuit à ta réussite, ton enseignant pourrait te proposer une modification de l'utilisation de ton cellulaire, voire à terme t'imposer cette modification-là. Donc, le cellulaire, vraiment, ça peut être un problème. Évidemment, si tu fais 3 heures de cours le matin, ben, c'est normal qu'à un moment donné, tu sois fatigué et tu aies besoin d'une pause, évidemment. Mais tu veux peut-être te donner un temps pour utiliser tes pauses parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui passent des heures de temps sur leur cellulaire. Puis on les comprend. Des fois, c'est un peu long, c'est un peu plate, mais quand tu es sur ton cellulaire, tu n'avances pas. Fait que tu peux peut-être te donner un temps prescrit pour ça ou carrément pas l'amener ou le fermer sur place. Bref. Donc, si tu as le document papier, c'est la section ici où est-ce que tu noterais les autres conseils de ton enseignant ou les stratégies que tu aimerais adopter dès maintenant. Voilà, donc peut-être, tu pourrais peut-être vouloir commencer par annoter les pages, par exemple, de ton manuel ou te donner des petits défis. Évidemment, l'idéal, ce serait que tu appliques toutes ces stratégies-là. Et on termine avec les bonnes pratiques pour maximiser les chances de passer un examen. Parce que comprendre la matière, avoir tout fait ça, c'est sûr, c'est bien. Mais quand tu fais l'examen, il y a des petites astuces pour essayer de maximiser tes chances de passer. Donc, on y va. Tout au long de l'examen, il faut rester calme et prendre le temps de respirer. Il faut se rappeler que le pire scénario, c'est que tu échoues l'examen puis tu le reprends. Et ça arrive souvent que les gens reprennent un examen, ils font l'expérience d'un premier examen, ils apprennent de cette expérience-là et ils passent leur deuxième. Ça arrive très souvent, donc il ne faut pas s'en faire. Donc le pire scénario, c'est que tu échoues l'examen et tu le reprends dans quelques semaines. C'est tout. Il n'y a rien qui se passe d'autre. Avant de commencer l'examen, donc arriver 15 minutes d'avance à la salle d'examen, excuse-moi, arriver 15 minutes d'avance et aller à la salle de bain avant d'entrer dans la salle d'examen. C'est important parce que tu ne pourras pas sortir à moins qu'il y ait urgence. Lorsque tu reçois l'examen, parcours-le de la première à la dernière page. Donc, fais vraiment le tour avant de le commencer pour savoir quel type de numéro tu auras à résoudre et quel type de ressources on te donne. Donc, la plupart des examens, comme je disais dans le premier vidéo, ont une feuille de formule à la fin. Donc, tu veux la voir dès le début pour ne pas arriver à la fin et faire comme Ah, c'est ça un événement complémentaire ou c'est ça telle formule, puis avoir perdu plein de temps à essayer de t'en rappeler. Donc, parcours-le au complet au début.
Cela te permet d'avoir une idée de la pondération des numéros, combien de points valent chaque numéro et combien de temps tu devras allouer à chaque section de l'examen. Typiquement, les examens sont divisés en 2 sections et la deuxième vaut pour 80 là, de ton examen. Donc, tu veux passer 80 du temps sur la deuxième section. Il faut que ça soit vite. La première section à choix de réponse, là, c'est vite, 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 ça, ou à réponse courte. Donc, voilà. Il va de soi que les numéros qui valent le plus méritent que tu passes le plus de temps sur eux. Donc, tu veux garder ça en tête. Pendant que tu fais l'examen, lire chaque question à 2 reprises minimum avant d'y répondre. Idéalement, surligner/souligner les informations importantes des données du problème. Au besoin, se dresser un plan rapide des étapes à suivre pour résoudre un problème. Ne pas hésiter à se faire des dessins pour comprendre. Ne jamais laisser un numéro vide. Donc, je vais commenter là-dessus tout de suite. Ici, l'idée, là, c'est que avant de te lancer dans la résolution de numéro, qu'est-ce qui prend du temps, tu veux avoir un espèce de petit plan mental ou un plan par étape écrit. Donc, étape 1, je fais ça, étape 2, je fais ça, étape 3, je fais ça, en quelques mots-clés, que ce soit rapide à faire, quelques secondes, pour que tu puisses t'y référer ensuite. Parce que se lancer dans une résolution, si tu n'es pas tout à fait sûr de comment la faire, ben, ce n'est pas idéal parce que tu pourrais perdre beaucoup de temps. Donc, l'idée, c'est d'explorer juste, si tu veux, en forme brouillon, différentes avenues. Ensuite, quand tu as trouvé qu'est-ce que tu voulais faire, tu te dresses un plan rapide en quelques secondes et tu suis ce plan-là par la suite. Ne jamais laisser un numéro vide, ça c'est super important. Laisse jamais un numéro vide. Dans la manière que les grilles sont faites, tu peux avoir quelques points si tu démontres que tu as compris un peu qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, laisse jamais un numéro vide. Jamais, jamais. S'assurer de faire les démarches complètes, organisées et propres. Ça, c'est important parce qu'il y a des points pour ça, mais il y a aussi que quand c'est facile de suivre qu'est-ce que tu as fait, ben, tu as plus de chances d'avoir des points. Parce que si l'enseignant ne reconnaît pas qu'est-ce que tu as fait, ben, il ne peut pas te donner de points pour. Donc, s'assurer que ce soit complet, organisé et propre, et essaie de bien écrire à ton examen, tout le temps, mais surtout à l'examen. Ne pas hésiter de prendre tout le temps à louer si nécessaire. Beaucoup de gens partent après 1 heure quand ils en ont 3. Vraiment, assure-toi d'avoir pris tout le temps que tu avais besoin. Si tu ne trouves pas une donnée dans les informations du problème qui est cruciale à sa résolution, ou encore si tu es incapable de trouver une réponse à une étape d'un problème qui est nécessaire à la poursuite des étapes suivantes, il est préférable de carrément inventer une donnée ou une réponse partielle et poursuivre le problème plutôt que d'arrêter le numéro à l'étape où tu bloques. Par exemple, je vais me tasser un petit peu. Par exemple, bon, si je te donne un exemple boboche, là, étape d'une résolution de problème, étape 1, trouver le prix de l'objet 1. Étape 2, trouver le prix de l'objet 2. Étape 3, trouver la somme du prix des 2 objets. Donc, un objet vaut 5 par exemple, et un autre objet vaut, disons, 15 ou 10 puis on veut trouver la somme. Donc, admettons dans ton numéro, dans les 2 cas, ici, tu as 2 scénarios. Le scénario où est-ce que tu inventes une donnée, puis le scénario où est-ce que tu n'inventes pas une donnée, puis le scénario où est-ce que tu inventes une donnée, parce qu'on est ici dans notre problème, dans notre examen, où est-ce qu'à l'étape 2, ça bloque. Tu vois, je l'ai mis en rouge, ça bloque. Tu ne sais pas comment trouver le prix de l'objet 2, tu ne sais pas comment. Fait à l'objet 1, peu importe dans nos 2 scénarios, ça va bien, on trouve la réponse, 5 tu as tous les points. À l'étape 2, dans le scénario où est-ce que tu n'inventes pas de données, tu ne vas rien trouver comme réponse et tu n'auras aucun point. Si tu inventes la donnée, tu vas avoir aucun point. Donc, tu peux le marquer, hein, ça, dans ton examen. Je ne sais pas c'est quoi la réponse de ça. J'invente, c'est 15 le prix de l'objet 2. Puis, c'est sûr, tu vas avoir aucun point pour ça, mais à l'étape 3, trouver la somme de l'objet 1 et 2, eh bien, si tu n'as pas inventé de données, l'enseignant ne peut pas te donner de points parce que tu lui démontres que tu es capable que tu comprends c'est quoi une somme, puis que tu sais qu'est-ce qu'il y avait à faire. Si c'est vide, s'il n'y a rien, il ne peut pas te donner de points pour ça. Mais si à l'étape 2, tu as inventé quelque chose parce que tu n'étais pas capable de le trouver, tu peux démontrer à l'étape 3 que tu comprends c'était quoi le but du problème, c'était de trouver la somme du prix des 2 objets. Fait que tu trouves la réponse de 20, mais peut-être que ce n'est pas la bonne réponse, mais tu auras quelques points pour la démarche. Contrairement à si tu n'as rien inventé à la 2e étape, bien ici, tu n'as aucun point pour la 3e étape. Donc, au bout de la ligne, tu as plus de points si tu inventes une donnée quand tu es bloqué que si tu n'en inventes pas. Finalement, après avoir complété l'examen, c'est important de le réviser s'il reste du temps.
Alors voilà, ça conclut cette série de 3 vidéos qui faisait la lecture du conseil pour bien progresser dans son manuel. Encore une fois, ce document-là doit être disponible auprès des conseillers pédagogiques du CAAPO, sinon il est en ligne, ou ben non, il y a la version sur YouTube qui devrait rester là indéfiniment. Allez, ça m'a fait plaisir et je te dis à plus.